Donc bonsoir à tous. Merci pour votre présence à cette réunion de présentation de l'audit financier de la ville de Bernay. Bon, la musique, elle n'est pas tout à fait adaptée. Bon, je pense que c'est bon. Donc, comme je parle fort, je pense que tout le monde va m'entendre. Je ne vais pas faire une longue introduction, car Pierre Verrier du cabinet Michel Leclerc a beaucoup de choses à nous expliquer ce soir. Je voulais tout de même rappeler le contexte qui nous a amené à commanditer cette audit. Les difficultés budgétaires de la ville, on ne les a pas découvertes ces dernières semaines. C'est une sorte de rengaine, plus ou moins alarmiste, qui revient de temps à autre depuis des années. En résumé, tout cela ne nous était pas inconnu à notre arrivée en juillet 2020. Néanmoins, rapidement, nous avons pu remarquer des différences entre certains constats positifs portés au crédit de l'ancienne mandature et des éléments budgétaires factuels. Pour en avoir le cœur net, il nous fallait une analyse impartiale. Nous avons pris la décision de recourir au service de spécialistes des finances locales. Suite à une procédure de mise en concurrence, nous avons retenu le cabinet Leclerc. Comme on nous demandera à un moment ou à un autre, en toute transparence, la prestation de ce soir pour vous expliquer en toute simplicité les finances de la ville a coûté 6 600 €. Transparence, ce mot n'est pas vain, et c'est bien de cela dont il s'agit ce soir. Il ne s'agit pas de rejeter la faute à l'un ou à l'autre élu, l'une ou l'autre mandature. Stop aux polémiques et place aux constats les plus factuels possibles afin de nous aider à améliorer durablement la situation, mais aussi pour que chacun puisse comprendre où en est la ville. C'est pour cela que l'audit qui va vous être présenté a demandé beaucoup de travail. C'est tout sauf un travail de surface. D'ailleurs, toujours dans un esprit de transparence, nous échangeons régulièrement avec M. Mathieu, qui est l'inspecteur divisionnaire des finances publiques, qui partage les mêmes constats. Je vous laisse donc en compagnie de Mme Verrier, de M. Chouin, adjoint aux finances, M. Pereira et M. Bibé et moi-même, on restera à votre disposition pour répondre aux questions si nécessaire. Madame Verrier, je vous donne la parole. Bonsoir Madame le maire et merci de votre accueil. Bonsoir à tous. Donc on va se consacrer à effectivement cette présentation d'analyse financière de la ville de Bernay, donc qui va englober les années 2014 à 2020. C'est une présentation synthétique qui a vocation à être le plus pédagogique possible. Donc si jamais il y avait des questions, on se propose d'y répondre plutôt à la fin de la présentation, puisqu'on suppose que les questions qui vont naître pourront peut-être trouver réponse dans le défilement de quelques pages présentées ici. Peut-être avant de commencer, juste présenter en tout cas le cabinet Michel Leclerc, auquel j'appartiens depuis une dizaine d'années maintenant. C'est un cabinet d'experts en finances locales. On ne travaille que pour les collectivités publiques et nous sommes indépendants. Nous sommes salariés actionnaires de notre cabinet et nous ne travaillons pas pour les partenaires privés. Alors, peut-être d'abord une présentation un petit peu méthodologique. Les comptes des collectivités locales, comment est-ce qu'on peut les analyser? On va utiliser deux indicateurs qui vont être très importants, qu'on va appeler des indicateurs centraux, qui vont être l'épargne brute et la capacité à se désendetter. Alors, je vais essayer de faire des comparaisons qui ne sont pas toujours heureuses, mais avec un ménage. L'épargne brute, en gros, c'est le solde de la section de fonctionnement d'une collectivité. Donc c'est la différence entre vos recettes récurrentes, les recettes fiscales, les tarifications, les dotations d'État, et les dépenses récurrentes, les dépenses de fonctionnement.
Donc que sont les achats, par exemple les fluides, le personnel, les subventions versées, par exemple au CCAS, des choses qui interviennent tous les ans de manière très régulière. Le solde donc du coup de ces recettes et de ces dépenses récurrentes et structurelles pour une collectivité conduit à calculer l'épargne brute. En gros, c'est ce qu'il reste à la collectivité une fois qu'elle a assumé son fonctionnement courant. C'est la partie haute du tableau que vous avez sous les yeux, donc cette section fonctionnement. Cette épargne elle a vocation à alimenter ensuite la partie investissement, comme sur un ménage qui, à la fin du mois, aurait du coup, dégagerait une épargne qu'il irait investir sur l'achat d'une voiture ou d'un bien immobilier. Donc cette épargne ensuite, elle participe donc au financement des dépenses d'investissement, donc les travaux, les acquisitions, etc. de la collectivité. Alors, l'épargne brute, elle va permettre de qualifier l'aisance finalement de la section de fonctionnement. Si on n'a pas du tout d'épargne, évidemment, on n'a pas la capacité ni à rembourser le capital de la dette, ni à faire de nouveaux investissements. Ça paraît assez logique. Cependant, le volume d'épargne, il ne veut pas dire grand-chose. Si j'ai 100 d'épargne, qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? En fait, il faut le rapporter pour mesurer vraiment sa valeur aux recettes réelles de fonctionnement. C'est pour un ménage le même raisonnement. C'est quelle part de mes revenus j'arrive à mettre de côté pour financer mes investissements. Et donc on va parler de taux d'épargne. On rapporte l'épargne à l'ensemble des recettes de façon à avoir un taux d'épargne. On verra un petit peu après comment est-ce qu'on peut le qualifier. Et le deuxième indicateur qui va être important, c'est pour lequel va servir l'épargne brute, c'est la capacité à se désendetter. C'est-à-dire qu'on va faire comme si vous avez un encours de dette, vous êtes un ménage, une collectivité, vous avez un encours de dette, et vous consacrez toute votre épargne au remboursement de votre dette. Alors ça marche pour un ménage parce qu'en règle générale, il achète un bien par un bien. Une collectivité, c'est un petit peu différent. Et donc quand on va faire ce rapport, on va calculer une durée nécessaire au remboursement capital de la dette par l'épargne. Et ça va s'appeler la capacité de désendettement. Et ça va nous permettre aussi de qualifier la situation, l'aisance ou la difficulté financière de la collectivité. Sachant que plus on a d'épargne, plus on a la capacité à aller emprunter. Donc on parle d'un effet de levier en fait. Quand on a un d'épargne, on a la capacité à emprunter à peu près 10 à 12 millions d'euros, là si je parle en millions d'euros, d'emprunt. Inversement, si je perds un d'épargne, je perds la capacité à gager ces 10 à 12 millions d'euros. 10 à 12 en fonction des taux d'intérêt sur lesquels on part. Je veux bien du coup le défilement de la page. Merci. Donc, l'épargne brute, le taux d'épargne brute, je vous gêne pas. Non, pardon. En termes de le taux d'épargne brute, on a, disons, une qualification empirique. On va dire qu'une épargne brute, elle est satisfaisante au-dessus de 10 à 12%. Elle est insuffisante en dessous de 7% et à un niveau intermédiaire entre 7 et 10. Bon, le graphique parle de lui-même. Je dis que c'est une appréciation empirique, pas si empirique que ça, parce que les collectivités, elles ont quand même l'obligation de couvrir par l'épargne la capacité à renouveler leurs biens, ce qu'on va appeler la dotation aux amortissements, que vous connaissez peut-être pour certains dans le secteur privé. Et en gros, on se rend compte que sur les différentes collectivités locales, les 7%, ça correspond à peu près à la dotation aux amortissements. Donc en dessous, on est vraiment en difficulté au niveau budgétaire et financier. Et donc le deuxième indicateur dont je vous ai parlé, la capacité de désendettement, on va avoir une solvabilité plutôt bonne jusqu'à 7 à 10 ans, une situation intermédiaire entre 10 et 15, voire 10 et 12, et une solvabilité dégradée. À quoi ça correspond en fait, cette durée en années? On va rapporter finalement la capacité de désendettement à la durée de vie des équipements que vous financez. Alors pour peut-être être un petit peu plus clair, si vous financez un réseau d'assainissement, un réseau d'assainissement, ça s'amortit sur 30 voire 40 ans, vous n'allez pas le renouveler tous les ans. À ce moment-là, sur un budget dédié à cette compétence, on peut très bien avoir une capacité de désendettement plus forte que sur un budget de collectivité locale, donc en l'occurrence une ville, qui, elle, réinvestit de façon régulière chaque année, et donc la mi-vie à peu près des investissements auxquels elle consent, c'est entre 10 et 12 ans.
Je précise juste, parce que c'est effectivement écrit ici, vous allez avoir quelques éléments de comparaison en fait entre la ville de Bernay et d'autres communes. Celles-ci, elles ont été sélectionnées parce qu'elles ressemblaient finalement à la ville. Donc en termes de démographie, on est sur des villes entre 7 et 15 000 habitants qui appartiennent à une intercommunalité de la même nature que celle de Bernay, et en plus qui sont du coup des voisines puisqu'elles sont sélectionnées sur la région Normandie. Alors, on rentre dans l'analyse rétrospective. Donc jusqu'à présent, vous aviez des tableaux sans chiffres. Ici, on est sur la présentation du compte administratif 2020 de la ville de Bernay. Alors, vous avez donc en haut votre section de fonctionnement, donc 13,4 millions d'euros de recettes qui vont permettre de financer 13 millions d'euros de dépenses, donc les 12,6 millions d'euros de dépenses de fonctionnement auxquels s'ajoutent les frais financiers qui sont en fait des dépenses de fonctionnement également, les intérêts de la dette, mais qu'on isole toujours. Et donc on dégage une épargne de 0,5 millions d'euros. 0,5 millions d'euros, pour l'apprécier, on va le rapporter aux 13,4 millions d'euros de recettes et on arrive à un taux d'épargne brute qui représente moins de 4% des recettes réelles de fonctionnement. Cette épargne, elle est faible et elle ne permet pas, c'est ce que vous montre la petite flèche en bas, elle ne permet pas de couvrir le remboursement au capital des emprunts. Vous avez un remboursement de dette de 1,5 million d'euros et vous êtes avec 0,5 million d'euros d'épargne brute. C'est ce que vous avez en bas du tableau ici, les deux premières lignes. Donc ça signifie qu'au compte administratif 2020, on est sur une situation qui est alarmante, d'abord avec un taux d'épargne qui est vraiment inférieur à 4% des recettes réelles de fonctionnement, et puis le deuxième indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la capacité de désendettement. Donc on peut également faire le calcul ici. On a une dette qui atteint 14,8 millions d'euros à fin 2020. Quand on la divise, quand on divise ces 14,8 millions d'euros par 0,5 millions d'euros d'épargne, on est sur une capacité de désendettement qui est supérieure à 30 années. On dit qu'elle n'a plus vraiment de sens économique, donc sur certains graphiques, je ne vous la présenterai même pas. Parce que c'est une capacité qui est dégradée. Aujourd'hui, c'est surtout cet indicateur-là, finalement, qui vous met en difficulté par rapport à l'État, qui a imposé un seuil de 12 années de capacité de désendettement avant de se pencher plus avant vers les comptes des collectivités locales. Et par rapport également aux banques, on en reparlera, parce qu'elles, avant de vous prêter de l'argent pour financer vos nouveaux investissements, eh bien, elles regardent ces deux indicateurs que sont le taux d'épargne brute et la capacité de désendettement. Alors, qu'est-ce que ça donne en dynamique finalement, sur la période récente? De 2014 à 2020, on a une épargne brute ici représentée en volume, qui est la résultante finalement de la courbe des recettes en bleu et de la courbe des dépenses en rouge. On a quelque chose qui est assez manifeste. Je sors pour l'instant du raisonnement de l'année 2020, qui est particulière pour vous, mais pour l'ensemble des collectivités locales. La crise sanitaire est passée par là. Sur la période récente, on a deux éléments importants à signaler. D'abord, une petite rupture en 2017 liée finalement au changement de nature en fait, de vos relations avec l'intercommunalité à laquelle vous appartenez. Et puis, de façon générale, une atonie des recettes. Vous voyez qu'on commence à 13,8 millions d'euros, on finit à 13,8 millions d'euros si je m'arrête à 2019. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout de croissance, pas de dynamique sur cette partie recettes. Et de l'autre côté, on a des dépenses de fonctionnement qui ont été contraintes sur la période 2014 à 2019 de façon assez forte. On rentrera dans le détail un petit peu après. 2020, on a à la fois une baisse des recettes, on verra liée à l'effet Covid, les baisses de tarification notamment, et puis on a une augmentation des dépenses qui, elles, par contre, ne sont pas liées qu'à des effets Covid.
on le verra également. Alors, ici vous avez un zoom finalement sur l'année 2020 et des explications sur la baisse de l'épargne. On identifie un effet de 540 000 € de baisse d'épargne qui sont expliqués à la fois par la crise sanitaire et l'apurement d'une situation un petit peu difficile sur le CCAS. Donc d'abord sur la partie des recettes, donc comme beaucoup de collectivités, vous avez eu des droits de stationnement, des tarifications qui étaient en baisse, et on a identifié à peu près 190 000 € de perte de recettes de fonctionnement sur l'année 2020. Et puis, on a des effets qui ont joué aussi en dépenses. Alors, en dépenses, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a certaines collectivités qui ont arrêté toute manifestation au point que, même si elles ont eu des dépenses, disons, de protection supérieure, comme elles ont arrêté les dépenses sur l'événementiel, elles ont réussi à diminuer leurs dépenses de fonctionnement. Mais ça, ce sont plutôt les collectivités qui sont très touristiques sur le littoral, etc. Vous, ce n'est pas le cas. Vous avez eu des augmentations de dépenses à la fois en matière d'achat ou de subvention, notamment sur le CCAS, et puis également du coup des coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire sur le chapitre 012. Pour expliquer un petit peu, le chapitre 012, c'est celui qui va englober toutes vos dépenses toutes les dépenses personnelles de la vie. D'autres effets ont joué dans ce chapitre des dépenses du personnel. Alors, sur la crise, on identifie 350 000 € de dépenses en plus. Mais en outre, on a des revalorisations de grade et des recrutements qui ont pu jouer également pour la dégradation de l'épargne en 2020. Alors, pas de surprise, je vous ai présenté tout à l'heure un taux d'épargne brute inférieur à 4%. Quand on fait les comparaisons avec les autres collectivités de l'échantillon, vous êtes du coup tout à gauche du graphique, ici, avec le taux d'épargne qui n'est pas tout à fait le plus faible, mais presque de l'ensemble des collectivités qui sont ici représentées. Donc on a une moyenne sur l'échantillon ici qui est à presque 16% de taux d'épargne et on est ici à 3,7%. Une situation qui est relativement tendue. Alors, toujours en matière de comparaison, ici on va aller voir votre niveau de recettes réelles de fonctionnement par habitant. Ça permet de vous situer par rapport aux communes voisines. Donc vous êtes 180 € en dessous, en euros par habitant, hein, par rapport à la moyenne ici représentée. Ce sera intéressant de voir en miroir le même graphique sur la partie des dépenses. Donc les recettes qui sont en deçà, ça veut dire que dans les recettes réelles de fonctionnement, on va trouver les tarifs, les dotations d'État, la fiscalité notamment. Donc c'est la traduction de recettes de cette nature un peu plus faible qu'ailleurs qui explique le bilan global sur les recettes. Merci. Alors ici vous avez, c'est pas si simple que ça à lire, mais on va essayer de le décomposer. C'est vos recettes réelles de fonctionnement par nature en 2020. Le premier bâtonnet qu'on a sur la gauche, c'est la ville de Vernet. Et à côté, c'est les villes comparables. On retrouve en fait la petite croix, hein, c'est le niveau auquel on se comparait sur la diapositive précédente. Alors, pour la ville de Vernet, on a une part de fiscalité directe qui est en bleu foncé, qui compte pour un tiers, 398 € par habitant. Les autres communes, c'est 567 €. On a déjà ici un décroché. Ensuite, on a une attribution de compensation. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, mais c'est la partie grise qui représente 23% du panier de ressources chez vous. Et ça, c'est une part très importante et qui explique, tout à l'heure, je vous ai montré une droite de recettes complètement atone. Eh bien, l'explication, elle vient en partie de là. Cette attribution de compensation, c'est le reflet de votre relation à l'intercommunalité. C'est une compensation figée, c'est-à-dire que la ville, au moment où elle a adhéré à l'intercommunalité, elle a transféré des ressources et elle a transféré des charges. Le solde, c'est cette attribution de compensation qui est figée en dehors de tout transfert de compétences. Donc si vous ne faites pas de transfert de compétences ou si vous ne récupérez pas de compétences de l'intercommunalité,
ce niveau, il est toujours le même. Or, quand on est une collectivité, mais quand on est un ménage également, peu importe, quand on a une recette qui fait 25% de son portefeuille, qui est complètement figée, alors qu'en face, on a potentiellement des dépenses qui, elles, subissent l'inflation, vous voyez, on va parler d'un effet de ciseau assez important. Et là, c'est ce poids d'attribution de compensation qui l'explique sur la commune. Ensuite, on a des dotations d'État. Donc les dotations d'État, ici, elles vont être représentées dans les coloris verts, avec un poids assez important, mais c'est assez cohérent finalement, puisque vous avez moins de fiscalité que les autres, ce qui prend plus de place, ça va être aussi ces dotations d'État, qui sont pour partie des dotations de péréquation, c'est-à-dire qui prennent en compte le fait que vous avez potentiellement moins de richesse que d'autres communes au niveau national. Alors, j'ai parlé de la fiscalité qui représente moins en euros par habitant que sur les autres communes. La fiscalité, elle dépend de deux choses. Elle dépend de l'assiette fiscale, donc la valeur des biens sur un territoire, et elle dépend du taux qu'on lui applique. Ici, c'est la représentation du taux de foncier bâti en 2020. Alors, pourquoi uniquement le taux de foncier bâti ? Parce que vous avez enregistré cette année la suppression de la taxe d'habitation pour les collectivités locales, donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à présenter la situation au regard de la taxe d'habitation. Donc là, on a un léger écart par rapport à la moyenne de l'échantillon, donc 22,08, c'est un taux qui n'a pas bougé depuis 18 ans, depuis 2003. Il faut avoir en tête que sur vos rôles d'imposition, par contre, cette année, c'est pas ce taux-là que vous avez, qui vous a été appliqué. C'est ce taux-là plus le taux du département qui est revenu au niveau de la commune, avec une neutralité parfaite, mais néanmoins, c'est le taux de 42,32 qui s'est appliqué cette année. Pour toutes les autres communes, ça a été le même exercice. Alors, la conjugaison finalement de vos bases fiscales et des taux conduit la ville à lever un peu moins en fait de recettes fiscales directes par habitant que les autres collectivités. Donc vous avez ici Bernay à 466 € par habitant contre une moyenne à 612. Ça veut dire qu'on a à la fois un effet taux qui va jouer à la baisse et un effet potentiel fiscal également. Vous êtes relativement moins riche en base que d'autres collectivités. Alors, une part importante de vos recettes, c'est la fiscalité. Une autre part importante de vos recettes, c'est les dotations d'État. Les dotations d'État, il y en a de plusieurs natures, et notamment la dotation forfaitaire. C'est une dotation qui est allouée aux collectivités en fonction de leur population et en fonction de leur richesse fiscale. Alors, j'imagine que l'escalier qui est représenté sur le premier graphique, là, il est assez impressionnant quand même, c'est-à-dire qu'en 2014, vous aviez une dotation forfaitaire qui faisait 3 130 000 €. Aujourd'hui, vous avez une dotation qui fait la moitié, 1 474 000 €. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014 ? On en reparlera un petit peu après, mais entre 2014 et 2017, il y a eu ce qu'on a appelé la contribution au redressement des finances publiques. Les finances publiques ne se portaient pas bien, et les finances publiques, donc quand on les apprécie de façon consolidée, il y a les finances des collectivités locales, les finances de la sécurité sociale et les finances de l'État. Et en 2014, l'État a décidé de ponctionner pour 11,5 milliards d'euros les dotations des collectivités locales, donc pour les associer finalement à l'effort de réduction de déficit et de la dette publique. Les collectivités locales, c'est à peu près 20% des dépenses de l'État, donc c'est à cette proportion-là qu'elles ont été appelées à contribuer au redressement des finances publiques. Et donc ça s'est traduit par cet escalier sur la commune de Bernay et sur l'ensemble des autres communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Ça s'est arrêté en 2017,
Ensuite, on a eu un engagement à ce que cette dotation ne diminue plus. Chez vous, elle diminue un tout petit peu, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle dépendait de deux facteurs, la richesse fiscale et la démographie. Et en l'occurrence, vous avez une absence de dynamisme démographique, et même parfois des baisses, ce qui justifie du coup qu'on ait un recul sur cette dotation. Mais l'État, quand il a mis en place cette contribution au redressement des finances publiques, il s'est aperçu que ça fragilisait un certain nombre de collectivités qui étaient déjà fragiles. Et donc il a compensé ça en alimentant un petit peu plus les dotations de péréquation. Les dotations de péréquation, c'est celles qu'il va donner aux collectivités qui ont des revenus par habitant plus faibles, des proportions de logements sociaux plus importantes, des charges en matière de jeunes enfants, etc. Et donc vous avez dans le même temps, sur la commune, les dotations de péréquation qui ont cru un petit peu. Pas évidemment dans la proportion où ça a été prévu. Ça n'a pas du tout compensé les pertes. Alors, je passe sur la partie des dépenses. Je vous disais tout à l'heure que c'était intéressant d'avoir les deux graphiques en reflet. Celui des recettes où vous êtes en dessous de la moyenne de strate et celui des dépenses où vous êtes au niveau de la moyenne de strate. Ce qui explique aussi la faiblesse de l'épargne. Donc vous êtes exactement au niveau de la moyenne. Alors ce graphique-là, il pourrait être complété par un graphique sur le niveau de dépenses porté par les intercommunalités. Puisqu'aujourd'hui, on est sur des territoires qui n'ont pas transféré forcément l'équivalent en matière de dépenses partout à leur intercommunalité. Bon, il faut avoir en tête que votre intercommunalité, à vous, elle est à peu près au niveau... à un niveau moyen sur son propre échantillon. Alors de la même façon que sur les recettes, une décomposition par nature de vos recettes réelles de fonctionnement. Alors d'abord peut-être commencer par le camembert qui est en bas ici. C'est la répartition de vos dépenses confrontées à vos recettes. C'est pour ça qu'on retrouve ici l'épargne brute qui représente 4% du coût des ressources réelles de fonctionnement. La grosse masse rouge qu'on a en bas là, c'est 65% de vos ressources qui sont consommées par la masse salariale. Ça, c'est un facteur de rigidité, au même titre que d'autres dépenses qui sont qualifiées de rigides, d'ailleurs soit par les ministères de tutelle, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Finances. Parmi les dépenses rigides, on a les dépenses de personnel, les subventions versées, parmi lesquelles celles au CCAS ou au SDIS, par exemple, et puis évidemment les frais financiers. Donc toute cette partie-là, c'est une partie rigide, finalement, de votre budget. Vous avez les éléments de comparaison également avec des villes comparables. Donc une forte dotation en personnel. Alors de la même façon, c'est à nuancer évidemment, puisque en fonction des collectivités, on ne va pas avoir des modes de gestion comparables. On peut très bien être sur une collectivité qui externalise tout, qui passe des marchés, etc., et qui va avoir moins de dépenses de personnel qu'une autre, et pour autant assumer le même niveau de compétences obligatoires. Mais manifestement, ici, on a quand même une masse de dépenses de personnel qui est un petit peu supérieure. Donc en matière de dépenses de personnel, c'est le poste de dépense sur lequel on fait un zoom du coup. C'est le premier poste de dépense de la ville. Donc vous avez des éléments de comparaison en euros par habitant. Et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur des dépenses qui étaient relativement... comme les recettes, à tonne. Sauf sur cette partie dépenses de personnel, où on est en moyenne annuelle depuis 2014 à 1,8 de progression. Alors c'est pas très important en moyenne annuelle, mais néanmoins on a une sorte d'inflation qui s'explique à la fois sur la durée par des mesures réglementaires qui peuvent s'imposer à toutes les collectivités, les révisions de points d'indice, les réformes de catégorie, notamment sur les catégories C. Mais en 2020, on a quand même un à-coup assez fort qui intervient. Donc vous avez le tableau qui représente cet à-coup en bas, avec les effets de la crise sanitaire, et puis les évolutions et recrutements qui ont pu avoir lieu sur la première partie de l'année 2020.
Les autres dépenses de fonctionnement, hein, je vous l'ai dit, évoluent plutôt à la baisse. Justement, c'est comme ça qu'on arrive à ce constat de létal, alors même qu'on a des dépenses de personnel qui évoluent de 1,8% par an. Alors, on passe à la partie investissement. Finalement, pourquoi dégage-t-on de l'épargne? Pour investir. Donc, la commune de Vernet, vous avez ici le représenté année par année, les dépenses qu'elle a réalisées. En moyenne, 2,1 millions d'euros par an sur la section d'investissement. Pour avoir en tête, vous avez une section de fonctionnement qui fait un peu plus de 13 millions d'euros. Et vous avez une section d'investissement, en tout cas la dépense propre, qui fait 2,1 millions d'euros. Alors ces 2,1 millions d'euros, comment est-ce qu'on les apprécie? C'est un petit peu difficile, même si en termes de dépenses en euros par habitant, vous avez ici le cycle des communes comparables. La commune de Vernet est toujours en dessous en fait, de ce cycle. Vous avez la droite qui représente le niveau de dépenses par habitant sur l'échantillon et en jaune le niveau de dépenses de la ville de Vernet. Il y a une rupture en 2016 qui est expliquée par un manque de données techniques. Alors, comment la commune a-t-elle financé ses dépenses d'investissement? Alors, ce graphique peut paraître un petit peu compliqué, mais le but, c'est de vous l'expliquer le mieux possible. Vous avez pour chacune des années, on va prendre, mettons, 2019, parce qu'elle est un petit peu plus lisible que 2020, on a 2,6 millions d'euros de dépenses d'investissement qui sont faites par la commune. Comment est-ce qu'on les finance? Le premier bâtonnet vert qu'on retrouve ici, c'est l'épargne. C'est la flèche que je vous ai montrée sur les tableaux tout à l'heure, la bascule de l'épargne vers la section d'investissement. Donc on a 1,5 million d'euros d'épargne qui interviennent. Il nous reste 1,1 million d'euros à financer sur ces 2,6. On va retrouver ici, du coup, le petit bâtonnet rouge qui représente les subventions versées par les tiers et le FCTVA. Ensuite, on va retrouver éventuellement des cessions, s'il y en a, quand on vend du patrimoine par exemple, ça intervient et ça constitue des recettes à même de financer les investissements. Mais pour la ville de Vernet, sur 2019, on a un petit rectangle orange qui intervient. C'est ce que j'appelle ici la consommation du fonds de roulement. Qu'est-ce que c'est le fonds de roulement? C'est les excédents antérieurs. Donc, si vous voulez, les recettes qui ont été mobilisées un petit peu en amont et qui là ont été consommées en 2019 et également en 2020. Ça signifie qu'on a consommé sur ces deux exercices les réserves que la collectivité avait au préalable. Donc en 2020, on arrive avec deux phénomènes, plus d'épargne et plus d'excédent antérieur. Sur la période récente, la stabilité de l'épargne avant 2020 et la faiblesse des investissements avaient quand même permis à la collectivité de se désendetter. C'est pour ça que vous avez le bâtonnet jaune en bas qui constitue finalement la variation de la dette. La commune avait réussi à s'en désendetter un petit peu du fait de la faiblesse de son niveau d'investissement justement jusqu'en 2019-2020. Une fois qu'on a consommé les excédents antérieurs, ça va être compliqué de poursuivre sur cette tendance. Donc vous avez ici un point sur la dette. Donc vous avez la dette en rouge ici sur le graphique qui va de 16 à 15 millions d'euros. Elle est corrigée par ce fonds de roulement. Alors le fonds de roulement, c'est les excédents antérieurs. Quand il y en a, ça minore la dette apparente, on parle de dette utile. Donc là, par exemple, en 2019, il restait presque 1 million d'euros de fonds de roulement. Donc la dette utile, elle n'est pas de 15, mais de 14. En 2020, on n'a plus d'excédent antérieur. Donc la dette est réellement celle de 15 millions d'euros. Vous avez l'évolution de la dette en euros par habitant qui intervient après, même si en euros par habitant, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Ce qui va avoir le plus de sens, c'est la capacité de désendettement dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le rapport entre votre encours de dette et votre épargne.
c'est ici qu'on a un graphique qui ne permet pas d'exprimer finalement cette capacité de désendettement. Vous voyez que sur la période 2014-2019, l'épargne avait été relativement confortée par la contrainte sur les dépenses, en fonctionnement comme en investissement, et on arrivait à une capacité de désendettement de 10 années. En 2019, on n'a plus d'épargne, en 2020, on n'a plus d'épargne et plus d'excédents antérieurs qui sont à même finalement de maintenir cette solvabilité à hauteur de 10 années. Et donc on est sur une capacité de désendettement qui passe à plus de 30 ans. Donc l'échelle est coupée volontairement pour montrer qu'elle n'a plus vraiment de sens économique. Il faut avoir en tête que même sur les dernières années, du coup, on est quand même sur une capacité de désendettement qui est très dégradée, même inférieure à 12 années. En moyenne, les communes, elles sont à 5 années de capacité de désendettement au niveau national. Elles sont passées à 5,7 avec la crise sanitaire. Voilà, c'est pour vous donner quelques éléments de contexte aussi sur la situation dans le temps. Alors, le contexte pour la prospective, finalement, qu'est-ce qui attend la collectivité demain? Alors, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ces chiffres-là, mais je vous ai dit tout à l'heure que la contribution au redressement des finances publiques, c'était la façon dont l'État avait associé les collectivités à la réduction de la dette et du déficit public de 2014 à 2017. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, avec le quoi qu'il en coûte, en tout cas, l'évolution du déficit et de la dette publique sont telles qu'à un moment, ménages, entreprises et collectivités vont devoir régler avec l'État cette facture finalement de la crise sanitaire. Et la participation des collectivités locales à un nouvel effort, il paraît inévitable à partir de 2023, puisque le calendrier électoral est celui-là, on n'aura pas d'effet finalement, on ne va pas présenter une facture avant les élections présidentielles, ce sera plutôt pour le prochain projet de loi de finances. Mais néanmoins, ça paraît inévitable, cette participation des collectivités, parce que comme le dit la Cour des comptes, les collectivités, elles ont plutôt bien encaissé la contribution au redressement des finances publiques entre 2014 et 2017. Vous avez ici l'évolution des taux d'épargne et des capacités de désendettement au niveau national par groupe de collectivités. On voit à peine la contribution au redressement des finances publiques. Alors, en termes de contexte dans lequel on s'inscrit également, il y a la réforme fiscale. Alors, je devrais dire les réformes fiscales de 2021. En 2021, on a la suppression, j'en ai parlé tout à l'heure, de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que les contribuables la payent encore, pour certains, les 20% qui restent, par tiers jusqu'en 2023. Mais les collectivités locales ne la perçoivent plus, et donc elle a été compensée à l'euro près pour les communes, pour les intercommunalités également. Les communes, ça a été compensé comment? Donc peut-être pour vous expliquer un petit peu, on avait en bleu de la taxe sur les résidences principales, de la taxe d'habitation sur résidences principales, du foncier bâti en rouge, quelques compensations fiscales, et cette partie bleue que vous ne percevez plus finalement, elle est remplacée par le taux départemental que les communes récupèrent. En l'occurrence, pour la commune de Bernay, le taux départemental permet d'aller chercher plus de ressources que ce qu'il y avait à compenser. Mais ne pensez pas qu'on l'a laissé. On a multiplié le résultat par un coefficient qui permet de minorer finalement le produit, parce qu'on a d'autres collectivités où par contre le bilan est inverse, et donc elles ont un coefficient supérieur à 1. Donc c'est une sorte de péréquation nationale de façon à neutraliser. Vous voyez qu'en termes de produit fiscal levé, on est sur les mêmes enveloppes. Attention cependant, la nature du produit fiscal change. Le contribuable du foncier bâti n'est pas le même que celui de la taxe d'habitation. La deuxième, j'ai pas de slide particulière là-dessus, mais il y a une deuxième réforme fiscale en 2021 liée à la crise sanitaire. C'est que les entreprises ont eu quelques compensations, si vous voulez, et les entreprises industrielles, notamment, ont vu leur valeur locative divisée par 2.
Donc ça signifie qu'en fait, l'État prend à sa charge une partie de leur impôt, et ça intervient également en 2021. Donc, quand on parle de réforme fiscale, il y en a eu deux importantes sur cette année, une un peu plus visible que l'autre. Alors, les cibles finalement de prospective, là j'étais sur un niveau un petit peu macroéconomique, on va se recentrer sur la ville. Au regard de la situation qu'on a à fin 2020, qui sera du coup plus ou moins comportée, hein, une fois qu'on connaîtra les chiffres de réalisation de l'année 2021, on a tout de même un constat d'une situation qui n'est plus soutenable sur la ville. Les risques, on peut en parler très clairement, hein, c'est d'abord une sorte de mise sous tutelle. Alors on parle du réseau d'alerte. L'État a mis en place un réseau d'alerte qui fonctionne sur un certain nombre d'indicateurs, et quand les collectivités cochent un certain nombre de ces indicateurs, eh bien, elles ont des rendez-vous très réguliers, on va dire, avec la préfecture, de façon à ce que l'évolution soit un petit peu guidée. Sachant que le législateur, il a formalisé le seuil de 12 années de capacité de désendettement. On est à 30 en 2020. Le deuxième risque, et je dirais qu'il est plus concret tout de suite, c'est le risque par rapport aux banques. Et la ville y a été confrontée dès cette année. C'est-à-dire qu'elle a sollicité des banques pour financer ses investissements et qu'elle a eu des réponses négatives. Donc ça, c'est quand même très important parce que ces réponses négatives, elles pouvaient devenir positives à condition que les banques aient un regard très appuyé sur les comptes. Elles demandent dans ces cas-là la prospective financière. Est-ce que vous avez prévu telle et telle mesure sur les dépenses, sur les recettes? C'est ce que nous, on assimile vraiment à une tutelle des banques et, disons, est plus insidieuse que la tutelle de l'État, la première tutelle dont j'ai parlé. Facteur aggravant, effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le fait que la ville, comme toutes les autres collectivités, puisse être associée à l'effort de réduction de la dette et des déficits publics à partir de 2023. Donc il faut absolument rétablir une situation budgétaire et financière saine. Alors, le ratio cible, ça pourrait être 10 à 12 années de capacité de désendettement. Sauf que le risque ici aggravante et qu'on ne peut pas chiffrer pour l'instant, c'est la capacité des collectivités à encaisser finalement une nouvelle contribution au redressement des finances publiques. On ne sait pas le chiffrer, donc pour l'instant, enfin nous en tout cas toutes les prospectives qu'on a pu faire depuis l'année dernière, on indique des cibles un petit peu plus resserrées, de façon à ce qu'on puisse éventuellement amortir ce genre d'éléments extérieurs. C'est pour ça qu'ici vous avez une capacité de désendettement cible qui doit tendre vers les 8 ans, voire même en deçà. Alors, les leviers disponibles, c'est comme, c'est un peu toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Vous avez en fonctionnement un contrôle accru de vos dépenses. Ça peut être un levier d'action, sachant que des efforts du coup ont déjà été faits en 2021 et voilà, le réalisé 2021 marque déjà un certain nombre d'efforts, notamment sur la partie dépenses de personnel. J'ai envie d'ajouter que la tenue des dépenses de gestion, c'est une chose, mais à un moment, vous avez vu la tendance que vous aviez de 2014 à 2019 avec des dépenses relativement atones. À un moment, quand on contrarie trop, ce n'est plus forcément possible. La deuxième chose sur laquelle on peut avoir un levier, c'est l'optimisation des recettes. J'ai parlé tout à l'heure de rigidité, mais on sait très bien dans la composition des recettes lesquelles vont avoir un impact. Jouer sur les tarifs, c'est une chose, mais les tarifs, c'est quasiment rien dans un budget de collectivité locale. Les dotations d'État, on ne peut pas y toucher. L'attribution de compensation, le lien avec l'intercommunalité, on ne peut pas formellement y toucher, sauf négociation. Donc une réflexion, du coup, inévitable
doit arriver sur la partie fiscale, et en l'occurrence, le seul impôt modulable qui reste, c'est le foncier bâti. Le dernier levier qui pourrait être évoqué ici, c'est celui des dépenses d'investissement. Alors je vais nuancer un petit peu ce levier-là, d'abord parce que tout à l'heure j'ai commencé à vous présenter un effet de levier de 1 à 10 du fonctionnement vers l'investissement. Donc en gros, vous comprenez tout de suite que l'effet de levier de l'investissement il est très faible, il est inversement proportionnel. Et la deuxième chose, et ce dont on a discuté aussi avec Madame le maire, c'est que sur les années récentes, on voit que la commune de Vernay, elle a relativement sous-investi par rapport aux autres collectivités locales, et que c'est donc pas forcément une orientation qui serait retenue. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation d'analyse financière. Merci Claire. Je vous en prie. Donc vous avez vu cette présentation, elle est explicite, et si vous avez des questions, on est prêt à vous répondre. Alors je vois que ce constat n'appelle pas à réflexion. Monsieur Schomberger, allez-y. Je vais donc commencer. Vous nous avez présenté, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce magnifique projet que vous avez présenté qui fait rêver, c'est-à-dire l'aménagement de la place de Verdun, l'aménagement de la gare et jusqu'à la prairie de la Charentonne. Le projet est ambitieux, il est beau, il n'est pas gratuit. À la lumière de ce que l'on vient d'entendre, comment envisagez-vous les choses? Si je peux me permettre, oui, je crois que vous mettez l'accent sur un élément qui est essentiel au développement de notre ville et son attractivité. Il est bien évident que le caractère attractif à la sortie de la gare, élément essentiel de lien avec la capitale ou avec les grands centres voisinants, c'est-à-dire Caen et Rouen, doit être impérativement enjolivé, adapté à l'attente d'un grand nombre de pratiquants de cet élément, de cette gare. Il doit être également adapté à l'attente des gens qui sont arrivés récemment chez nous. Imaginez bien quand même que si la ville n'était pas attractive ou pas suffisamment, les citadins en provenance de la région parisienne qui ont eu domicile chez nous pour y retrouver l'essentiel des besoins auxquels ils avaient accès en région parisienne, eh bien, je pense qu'on les perdrait. Et il est important de maintenir notre population et même de la développer. On en a déjà parlé plusieurs fois, monsieur Schlumberger, mais je reste sur cette position. Moins nous serons nombreux, moins nous aurons de dotations, et plus ce sera compliqué. Et de toute façon, avec tous les bâtiments publics dont nous disposons et les bâtiments historiques, que nous avons le devoir d'entretenir, on ne parviendra jamais, quoi. Il faut absolument qu'on retrouve des recettes. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et cette attractivité, il faut la maintenir. Alors, je vais rappeler que le rôle premier du maire, bien sûr, c'est de mener la collectivité, mais c'est aussi le rôle du maire est d'aller chercher des subventions. Qui sont nos financeurs en termes de subventions? L'État, la région et le département. Donc c'est ce que je fais quotidiennement. Déjà, le fait que je sois élu au département, ça facilite l'accès et le pouvoir, et le fait de voir comment on peut avoir un peu plus de subventions. Avec la région, nous entretenons également d'excellentes relations. Mais il faut quand même savoir aujourd'hui que partout, que ce soit la région, le département, tout le monde regarde ses finances. Donc, normalement, et ce qu'il faut savoir pour un projet, monsieur Schomberger, c'est que quand on fait un gros investissement, il faut aller chercher au minimum, pour être bien, 70%, voire l'idéal, parce qu'on ne peut pas aller au-dessus, c'est 80%, donc c'est bien.
Il faut savoir quand même, et comme le disait Claire, en 2023, tout le monde va participer au paiement du plan de relance. Donc on sait très bien que les collectivités telles que le département, la région, et que sûrement l'État, vont réduire le montant des subventions. Où avant le département et la région abondaient facilement aux alentours de 35%, aujourd'hui nous sommes quand même arrivés déjà à 25%. Donc c'est vrai que le projet il est ambitieux de la gamme, mais c'est pour ça qu'il se fait en plusieurs phases. La première phase, c'est la place de Verdun, parce qu'il n'est plus possible de continuer comme ça avec ces bus qui sont là aux heures de pointe et le risque, et il y a souvent des accidents. Donc la première phase, elle va démarrer septembre-octobre 2022 pour se terminer 2023. La deuxième phase, qui est le pôle multimodal, où la région s'est engagée à nous donner sur cette partie-là 1 500 000 €. Elle avait déjà été actée par la précédente mandature. Ils avaient eu 1,5 million, mais il faut déjà aussi savoir que sur la présente mandature, ils avaient déjà touché 150 000 €. Donc la subvention qui va nous rester, elle est de 1 350 000 €. Et cette deuxième phase va se terminer en 2024. Et la troisième phase, c'est la partie où il y a, pour aller jusqu'à peu près la rue Gambetta, passer sous le pont pour rejoindre la prairie charentonne. Donc, il nous appartient de réduire énormément nos dépenses, et c'est ce que nous avons fait en 2021, et ce qui a permis, parce que les banques, sans citer les banques locales qu'on a l'habitude de travailler, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, La Poste et autres, ces principales banques ont refusé tout simplement de prêter à la ville de Bernay. La Banque des Territoires, et vous avez pu devoir savoir où j'ai pu signer un emprunt, parce que eux, c'est des banques qui sont près des collectivités, ont vu que nos dépenses de 2021, on les avait maîtrisées. Aujourd'hui, l'atterrissage, bien sûr, il n'est pas encore arrivé, parce qu'on n'est pas à la fin décembre, mais on peut déjà dire, déjà, que notre masse salariale, nous l'avons maîtrisée. Elle ne sera pas supérieure à celle de l'année dernière, parce que, ou Claire, elle a peut-être pas dit, mais quand nous sommes arrivés en juillet 2020, nous avons découvert qu'il y avait eu un CT, un comité technique pour le personnel, où il y a eu 41 personnes qui ont été promues le 20 juin, donc nous sommes arrivés le 4 juillet, donc le 20 juin, 41 personnes qui ont monté de grade d'échelon. Nous avons eu la crise Covid, nous avons eu également, au terme du CCAS, renfloué le CCAS. Il a fallu qu'on y remette 250 000 € de plus au CCAS parce que c'était plus tenable, le trésorier n'arrêtait pas de nous interpeller. Nous avons remboursé des subventions que la ville de Bernay avait touchées mais n'avait pas mené les actions. Nous étions quand même menacés d'être saisis. Donc il a fallu... donc fin de compte, normalement on aurait dû dégager une masse, un autofinancement ou une épargne brute de un peu plus d'1 million. Et bien à la finale, elle est à peine de 500 000. Et là, et je suis claire, et je le dis, et j'ai eu encore un rendez-vous avec le trésorier, parce que forcément, quand on est arrivé, quand on a découvert nous cette situation, j'ai demandé rendez-vous avec la DGFIP donc, de Bernay. On a fait un rendez-vous avec la DGFIP d'Évreux. On a également y participé les services de la préfecture parce que, à première vue, la situation elle me semblait tellement critique, mais je voulais être sûre de ce qu'on découvrait. Et finalement, on avait bien raison. Et dernièrement, on a encore reçu avec la directrice générale des services le trésorier, M. Mathieu, jeudi dernier, qui nous disait, mais cette situation, Madame le maire, elle dure depuis 2005. Je dis, mais quand même, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à la rétablir? Donc en creusant un petit peu, et puis je le dis, et j'officialise, enfin ce soir, je le dis vraiment, on rattachait des recettes à un budget qui n'était pas notifié, et dont nous-mêmes, nous avons découvert qu'on avait des recettes au budget, on ne savait même pas ce que c'était. Nous avons dû annuler ces recettes. Enfin, franchement, quand vous découvrez ça, ça fait quand même un peu peur. Enfin, pour moi, et je le dis, c'était pas des budgets votés avec sincérité. Certains pourront m'opposer et me dire, mais vous étiez dans ces mandatures, vous avez laissé faire ça. Oui, mais quand on est
et M. Froidnon, peut-être, lui, pourra le confirmer, il doit le savoir, parce qu'il était l'adjoint aux finances. Moi, je n'étais pas l'adjoint aux finances, j'étais l'adjoint aux travaux. Enfin, quand on rattache des recettes sans notification, ça veut dire qu'on annonce des sommes qui ne sont pas réelles et qu'on n'est pas certain de trouver l'année d'après. Enfin, je veux dire, c'est quand même consternant. Nous, c'est pour ça qu'on a demandé au cabinet Kepler de nous faire une étude précise de l'état de nos finances, de vous la présenter pour que vous compreniez où on en est sur cette ville. Quand on est arrivé également, j'ai fait un audit des trottoirs, 3 millions d'euros de trottoirs. Je ne vois pas comment on va faire pour faire tous ces trottoirs. Avant, c'était l'ancienne CCBE, l'ancienne communauté de communes, qui avait la compétence pour réaliser les trottoirs. Ils nous ont rendu cette compétence en 2017-2018, mais enfin, on avait des trottoirs qui ne sont pas en bon état. Les trottoirs, rien n'a été fait, puisqu'on voit dans le schéma qui a été démontré que les investissements pour désinvestir, désengager la ville au niveau emprunt et au niveau annuité de remboursement, de dette, pardon, on a stoppé tous les investissements. Aujourd'hui, les trottoirs, ils sont dans un état lamentable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse perdurer, on peut continuer. On veut se désengager, on est à 30 ans. Ça veut dire que pendant 10 à 15 ans, on ne fera aucun travaux sur la ville. Voilà. Comment? Toiture de bâtiments, enfin, nous avons les fenêtres de tous les bâtiments, l'air passe à travers, enfin, donc je ne vous demande pas, aujourd'hui les énergies ont augmenté, donc les coûts ont augmenté, les écoles, les enfants de Jean Moulin sont obligés d'aller en bottes à caoutchouc pour traverser, pour aller à leur école, parce que quand il pleut, c'est inondé. C'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut trouver des solutions. Donc, on a travaillé avec la directrice et tous les services, et d'ailleurs, je remercie tous les directeurs, enfin, tout le CODIR et les chargés de services qui ont vraiment essayé de maîtriser les dépenses. Pour ne pas, je remercie l'enfance, jeunesse et le scolaire pour tout ce qu'ils font, qu'ils essaient de trouver pour qu'on n'ait pas à remplacer le personnel. Quand vous voyez le personnel de direction qui aujourd'hui vont servir dans les écoles parce qu'on n'a pas les moyens de prendre quelqu'un en contrat. Vous vous rendez compte qu'une collectivité avec 13 millions d'euros de budget ne peut pas prendre un CDD pour aider dans les écoles. Donc quand on a quelqu'un de malade, c'est le personnel administratif de direction ou dans d'autres services pour qu'on essaye de faire de la transversalité qui vont aider dans les écoles pour servir à la cantine, pour faire du périscolaire, pour faire de l'animation. Le constat, il est là. Il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre ville? On veut que soit une ville attractive. On dit qu'à Bernay, il ne se passe rien. Parce que Bernay ne fait rien, le maire ne fait rien, enfin personne ne fait rien. Mais on ne se demande pas comment on va faire. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été bien sensibilisés. On n'est pas loin de la tutelle. Moi, si je ne trouve pas des solutions au trésorier, on sera mis sous tutelle. Donc ça veut dire que si on est sous tutelle, c'est qu'il ne va rien se passer. Jusqu'à temps qu'on arrive en dessous des 12 ans. Donc pendant 10 ans, on ne fera rien. Vous avez vu que depuis 2016 à 2020, il ne s'est rien passé. Et bien là, on sera parti jusqu'à 2030 où on ne se passera rien. Et la ville va tomber. On est une des villes où on a des atouts qui sont la gare, l'autoroute, et il ne se passera rien. Oui. Je vous écoute et je me pose quand même une question. Vous nous dites qu'il n'a rien été fait depuis des années à Bernay, grosso modo, au niveau d'entretien. Comment ça se fait que les finances de la ville sont dans cet état-là, du coup? Eh bien, je vais repartir. Je vous ai dit depuis 2005, si vous avez écouté tout à l'heure, j'ai dit que depuis 2005, ça durait. C'est-à-dire qu'on a fait des emprunts. Il me semble que sur le tableau que Claire a présenté, en 2014, on devait être à 16,8. On était déjà à un très fort endettement. On a créé des structures. On va prendre la maison des associations, on a repris la ludothèque,
Mediatek, et je cherche d'autres. Ce sont des structures qui sont consommateurs de fonctionnement, c'est-à-dire de dépenses, aussi bien en énergie, en fluide et en personnel, mais on n'avait pas les recettes en face. On a fait, et j'assume puisque j'étais dans cette mandature, nous avons refait la place de la mairie, mais la place de la mairie, ça ne rapporte pas. C'est comme ça. On l'a fait, et j'assume, j'y étais, on assume. Bien que souvent, et Mme Turmel pourra le confirmer, nous avions alerté que ça ne pouvait pas continuer, qu'on devait faire des années blanches. Bon, c'est comme ça, la décision a été prise comme ça, on a suivi, on était dans une majorité, c'est-à-dire qu'on était d'accord. Et pour vous dire où on n'était plus en accord, c'est qu'en 2016, il s'est passé ce qui s'est passé parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Voilà, la réponse elle est donnée. Vous savez pourquoi en 2016 ça s'est passé comme ça, puisqu'on n'était plus en accord du tout avec le maire de l'époque. Y a-t-il une autre question? Oui, Alexis. Est-ce que du coup, pour régler tout ça, il va y avoir des licenciements et une hausse des impôts? Alors, vous savez que dans la fonction publique, on ne licencie pas. C'est pas possible, nous ne sommes pas dans le privé. On a le droit maintenant à des ruptures conventionnelles, et il faut savoir, comme la collectivité ne cotise pas à Pôle emploi, enfin à la CEDIC, si on accorde, si un employé demande une rupture conventionnelle et si on l'accorde, pendant 2 ans, on paiera son salaire intégral à Pôle emploi. Et pour la hausse des impôts? Très bonne question. Vous me posez la question, très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre ce soir, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Il faut regarder, il faut qu'on maîtrise jusqu'au bout déjà notre atterrissage 2021, à la fin de notre atterrissage 2021, se poser la question de ce qu'on veut pour notre ville de demain. Est-ce qu'on veut qu'elle soit accueillante, solidaire, attractive? Qu'est-ce qu'on veut pour l'ensemble des Bernéens? Quels sont les sacrifices que les Bernéens sont en mesure de faire et qui soient acceptables? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait rien et si on se tord les pieds sur un trottoir ou sur les pavés dans la rutière, est-ce qu'on vient se plaindre au maire en disant Madame la maire, je me suis tordu et je me suis cassé la cheville ou foulé la cheville et j'ai des ITT, voilà, est-ce que vous compensez? C'est toutes ces questions. On a des projets, c'est sûr, on a des projets. Mais on a aussi nos dépenses à contrôler et nos investissements à réfléchir. Donc, peut-être qu'on ira vers une augmentation d'impôts, peut-être, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire. Il faut qu'on voit nos orientations budgétaires, que le rapport d'orientation budgétaire sera à débattre en février, je crois vers la vingtaine de février, si je ne me trompe pas. Voilà, aujourd'hui, il n'est pas acceptable que les enfants, dans nos écoles, les enfants, ils soient, je vous dis, en boîte à caoutchouc, et les services, ils pourront vous le confirmer, parce que c'est pas possible, c'est pas tenable. Il faut qu'on trouve des solutions pour les personnes vulnérables, il faut qu'on trouve des solutions pour tous les Bernéens. Donc, mais par contre, ce soir même, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Et vous parlez beaucoup des trottoirs, du coup, c'est un des projets de refaire vraiment tous ces trottoirs? C'est 3 millions d'euros. Et il faut savoir que sur les trottoirs, nous n'avons pas de subvention. Aucune subvention. Dans notre esprit, c'est d'aller chercher pour réaliser des investissements et rendre notre ville attractive, c'est d'aller de chercher des subventions. On refait des trottoirs par tranche, on peut refaire des trottoirs. Si je dépense 1 euro, j'ai 0 € de compensation. Donc pour vous, le moyen de sauver la ville, c'est l'attractivité? Pour moi, c'est une des attractivités. On a quand même, Alexis, il y a la gare. On met 1h30 pour aller à Paris. Aujourd'hui, 1h32, on est pour aller à Paris. On a l'autoroute. On est quand même dans une zone, et on est dans une zone rurale, mais il fait bon d'y vivre. On a une chance, c'est que partout ailleurs, dans les intercommunalités qui sont au bord de Seine, que ce soit d'un côté de la Seine ou de l'autre, ils n'ont plus de terrain à vendre. Nous, on a cette chance d'avoir encore des terrains à vendre, aussi bien au niveau de l'intercommunalité où Louis s'en occupe, pour accueillir des entreprises. Mais si on veut que notre ville
s'élève par rapport, parce que je rappelle, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais si je regarde l'ensemble de la population, c'est pas péjoratif ce que je dis. 5 à 7% de la bourgeoisie, d'accord, 35 à 45% de la classe moyenne, et le reste, c'est une classe sociale. Il y a haut et la basse. M. Delanis, s'il est là, il pourrait confirmer l'état de notre ville. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une partie qui était de la classe moyenne, qui a basculé dans la classe sociale haute. Il faut qu'on arrête. On a de l'habitat dégradé. Vous n'avez qu'à regarder notre centre-ville et tout autour des rues périphériques du centre-ville, l'habitat il est dégradé. On doit se battre contre ça. Si on veut qu'on ait de la population extérieure qui arrive, puisqu'avec le Covid, on a vu que beaucoup pas que des Parisiens, mais la plupart des gens autour de Paris et de Paris-Même veulent venir en province. Mais si en province, on n'a pas ce qu'il faut pour les accueillir, on n'y arrivera pas. Les gens ne vont pas venir à Bernay, alors qu'on a les avantages, et qu'une fois, quand les personnes ont découvert Bernay, ils s'y plaisent, ils ont envie de rester. Aujourd'hui, on veut que les médecins viennent, Alexis, vous savez très bien, que les médecins viennent à Bernay, les jeunes médecins. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes médecins? Ils veulent tous se rencontrer l'un d'autre, mais ils veulent aussi que le soir, quand ils ont envie de sortir, qu'ils trouvent un resto d'ouvert, qu'on veut bien les accueillir, qu'ils puissent aller au cinéma. Aujourd'hui, on n'a pas de cinéma. Notre piscine, n'en parlons pas, mais ça c'est sur bonne voie, le centre aquatique verra le jour en 2025. Le cinéma, on espère, au prochain, en septembre 2022. Donc il faut quand même qu'on ait ce qu'il faut. Voilà. Oui, si je peux me permettre de rajouter à propos des impôts, vous avez posé la question de inéluctablement cette hausse d'impôts qui se profile. Je dirais qu'avant d'envisager la hausse, Madame Verrier en a fait mention, il y a plusieurs autres options à explorer, et parmi elles, effectivement, il y a cette tentative de renégociation avec l'intercommunalité pour réévaluer les charges de compensation. Et puis, il y a également ce que nous avons entrepris depuis quelque temps avec Madame Josset, la restructuration de notre dette avec les établissements bancaires qui acceptent de le faire. C'est-à-dire qu'on va voir avec elle s'il est possible de réétaler la dette de façon à minimiser l'impact annuel et avoir une charge plus supportable à ce niveau-là. En dehors de cela, comme le précisait Madame le maire, donc l'attractivité, j'en ai parlé, mais l'attractivité, c'est aussi pour permettre à des gens nouveaux d'habiter dans Bernay. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé, je pourrais laisser Pierre Libet s'exprimer là-dessus, mais nous avons engagé la révision du PLU. Et c'est dans cette optique-là aussi, permettre à des gens de construire éventuellement ou de rénover des lieux qui ne permettaient pas jusqu'alors d'envisager y habiter. Bon, je crois que Pascal Séjourné a aussi certaines idées sur la question. Enfin, on est en train de débattre de tout ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'explorer le maximum d'autres choses que la fiscalité pour arriver à nous en sortir. Bon, après, je ne vous garantis rien du tout. Moi, lorsqu'on sera dans le mur, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Mais bon, pour l'instant, on fait autrement. Voilà. Vous avez déjà réussi à renégocier le taux à la baisse Oui, alors effectivement, la renégociation des taux qui a eu lieu il y a maintenant un an, qui avait été le fruit d'une âpre négociation avec le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, et ça s'est arrêté là, parce que les autres établissements bancaires nous ont opposé un refus, nous permet d'économiser de l'ordre de 50 000 € chaque année en frais financiers. Bon, ce ne sont que 50 000 €, mais bon, c'est déjà ça. Voilà. Justement, ce soir, on a signé pour aussi permettre aux propriétaires d'améliorer leur habitat. On a signé une convention avec la Fondation du patrimoine, où la ville de Bernay alloue une somme de 20 000 € pour l'habitat, la rénovation de l'habitat. Ces 20 000 €, bien sûr, ils sont plafonnés à 2 000 € par dossier, mais ça représente quand même, si on a 10 dossiers,
Et ça représente quand même 1 million d'euros de travaux sur la ville, ce qui va permettre aussi aux artisans locaux de travailler, parce que le fait c'est qu'on demande aussi qu'on ne fasse travailler que des artisans locaux. Et ça va permettre de redonner aussi à la ville une attractivité au niveau de son habitat. Oui, parce qu'au travers de cela, le propriétaire qui engage les travaux a un avantage fiscal très de 50%. Il y a une déduction de 50% sur les travaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Anthony. Oui, je reviens sur vos propos que vous avez tenus, qui étaient assez graves, sur les budgets insincères qui ont été votés selon vous depuis 2005. Comment une telle situation peut durer aussi longtemps? Il y a quand même la trésorerie qui regarde aussi. Well, that is the question. Voilà. En tous les cas, c'est ce que nous, on a découvert quand on est arrivé en 2020, c'est qu'il y avait des recettes qui étaient rattachées au budget et qui étaient inexistantes, enfin, qu'on n'a pas trouvé pour quel projet elles étaient destinées. Voilà. Nous avons fait des annulations de ces recettes. Nous avons même annulé des titres qui ont été émis, qui n'auraient pas dû être émis. Romaric peut en témoigner, où je découvre dans les impayés que la CAF nous doit 76 000 euros. Vous imaginez une dette de 2017. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la CAF, je dis non, vous ne pouvez pas nous payer, là, parce que ça dure depuis 2017 et tout. Madame, on vous a tout payé et tout. On ne comprend pas. J'alerte Romaric en lui disant, mais comment ça se fait que la CAF, elle nous doit de l'argent et qu'il ne nous paye pas? Romaric me dit, non, madame le maire, ils nous ont tout payé. C'est-à-dire qu'en 2017, vous savez, on demande des acomptes à la CAF. C'est normal pour notre fonctionnement, on demande des acomptes. Donc en 2017, on a émis un titre de 76 000 euros pour que la CAF nous donne des acomptes. Seulement la CAF ne nous a pas payé cet acompte parce qu'on n'a pas rendu le rapport annuel pour qu'il nous verse l'acompte de l'année suivante. Le rapport, il n'avait pas été rendu. Donc voilà. Ça a traîné quelques mois. Et fin d'année 2017, on a rendu le rapport. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On émet un titre de la totalité de la somme que doit nous verser pour l'année 2017 la CAF, mais seulement, on n'annule pas le titre de 76 000 euros qui a été fait au mois de mars ou au mois d'avril. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a inscrit des recettes et qu'on n'avait pas lieu de recevoir. Et tout a été comme ça pendant plusieurs temps. Donc je ne dis pas les impayés, quand vous réclamez aux personnes, à certaines personnes, comme quoi ils vous doivent l'argent, je réclame au tribunal, dites donc au tribunal, vous n'avez pas payé vos factures d'énergie, là, vous devez quand même rembourser nous, enfin, on ne va quand même pas vous chauffer pour rien. Ben, mère, c'est payé. Ben ouais, c'est des doubles titres qu'on met, voilà. Donc ça fait des recettes qui sont majorées et qui ne devraient pas y être. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert que, fin de compte, on avait beaucoup d'impayés, mais que ces impayés n'étaient pas réels. Et là, c'est grave, c'est de la fraude. Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est des erreurs, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire. Moi, je vous dis ce que j'ai découvert. Ce qu'on a découvert. On va vous dire encore autre chose. En 2020, nous avons eu des relances de fournisseurs, comme ça. On n'est pas payé. Monsieur, on ne vous doit rien, parce qu'on n'a pas de facture. Ben, si les factures, elles étaient établies en 2019, mais elles n'ont pas été rattachées au budget 2019. Donc en 2020, donc ça doit être en août ou septembre, je ne sais plus, on a payé des fournisseurs qui n'étaient pas payés depuis 2019. Voilà la situation. Vous voyez, c'est ça, M. Chouin est conforme, 800 000 euros de titres émis et qu'on n'a pas été payé. Là, il va falloir faire des provisions. On est obligé de passer en emballant un certain nombre de ces titres puisqu'ils datent de plus de 8 ans. Nous avons sur les 800 000 euros en question récupéré avec Mme Gosset, chez le trésorier, pour l'avoir incité à engager les procédures nécessaires, nous avons récupéré des ordres de 350 000 euros, il en reste, et je pense qu'une partie devra passer en emballement. Là, on ne trouve même plus les visiteurs. Par
très vite, il faut des sommes importantes. Donc voilà. Voilà la situation. Moi, je veux juste ajouter un petit mot aussi, c'est que, en fait, ce soir, la réunion, elle doit aussi nous poser, elle doit nous permettre d'avoir une réflexion un peu plus collective sur ce qu'on veut de la ville de Bernay. Et de réfléchir à l'avenir, c'est effectivement un petit peu la démarche qu'on a lancée en révisant le PLU, parce qu'à travers un document un peu administratif, un peu technique, on se rend compte qu'on peut avoir une démarche un peu, comment dire, d'une réflexion d'avenir et de penser un petit peu vers l'avant. C'était important, je crois, ce soir de montrer publiquement un audit qui a été fait de manière indépendante, parce que certes on le paye le cabinet, mais ce sont des sachants, c'est pas nous en tant qu'élus les sachants, du moins précisément des finances publiques. Mais en revanche, vraiment, parce que bon, j'entends des mots, c'était illégal, je ne sais quoi. Bon, la vraie question qu'on doit se poser à partir de ce soir, avec ce qu'on sait sur l'état des finances de la ville, ok, ça s'est passé dans les années précédentes, mais c'est de savoir ce que l'on veut de notre ville, et de savoir si, pour rebondir à une des questions vis-à-vis d'un projet ambitieux, est-ce qu'on le met sous cloche ou pas, et donc si on le met sous cloche, qu'est-ce que ça veut dire pour notre ville, et si on ne le met pas sous cloche, qu'est-ce que ça veut dire nous, en tant qu'élus de la majorité, comme de l'opposition d'ailleurs, quelle responsabilité on prend, et par quoi ça passe, justement, que de ne pas mettre notre ville sous cloche. Et ces éléments-là, ils sont publics désormais, ils seront accessibles à tout le monde. Tout le monde pourra faire sa petite réflexion sur cette photographie qu'on a fait des finances de la ville. Et après, nous sommes en responsabilité, donc ce sera à nous de prendre les décisions. Mais ce soir, c'est aussi un point important de, comment dire, je ne vais pas dire de co-construction, je ne vais pas aller jusque-là, parce que c'est pas vrai, on a été élus démocratiquement, donc c'est à nous de prendre des décisions et à nous d'impulser une politique pour notre ville. Mais il n'empêche que maintenant vous avez, en tant qu'habitant de Bernay, toutes les cartes en main pour comprendre et finalement pour jouer un petit peu entre guillemets au jeu de l'élu et de savoir dans quelle situation on se trouve nous et quelles décisions on doit prendre justement entre ville mise sous cloche pendant plusieurs années, sans investissement, très peu, ou alors volontaire en termes de masse d'investissement, mais il y a effectivement des conséquences, elles ont été très bien dites, il n'y en a pas 36 villes de toute façon, elles sont assez claires. Madame le maire l'a dit, il faut se battre pour avoir des subventions, mais il y a un vrai sujet de fonctionnement, parce que ça on parle de l'investissement, il y a un vrai sujet de fonctionnement, et c'est là qu'il faut aussi avoir une réflexion, et comment on fait pour manœuvrer et prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la ville. Y a-t-il encore des questions? Il n'y a plus de questions? Monsieur Schomberger. Donc vous évoquez, je crois qu'au travers de votre discours, on a compris que vous évoquez la possibilité d'une hausse d'impôts si les autres mesures que vous voulez poursuivre prioritairement n'aboutissent pas. À quel horizon pensez-vous être en capacité de prendre des décisions dans un sens ou dans l'autre et d'en informer les derniers? Mais écoutez, de toute façon, au débat d'orientation budgétaire, on va en débattre. Mais il est évident que si on a déjà utilisé plusieurs pistes qu'on a mis en action pour réduire nos dépenses, enfin, si l'imposition se fait, c'est l'année prochaine, quoi. Enfin, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, je le dis, on est sous tutelle. Monsieur Schomberger, juste pour vous répondre, je pense que depuis le début du mandat, on a essayé de soigner l'opposition. On a toujours été dans la concertation avec les deux oppositions. L'objectif, c'est de poursuivre en fait ce travail-là, parce que certes, on a été élu démocratiquement. Maintenant, vous représentez une frange aussi de la population, donc on ne peut pas non plus l'occulter. Donc clairement, ça fera l'objet, comme on l'a toujours fait, de réunions pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des dépenses pour faire grandir Bernay? Parce que concrètement aujourd'hui, je veux dire,
Reprenez la dernière page de l'audit. L'audit est clair. Il dit, parce que c'est une question rhétorique, quand vous avez parlé du pôle multimodal, concrètement aujourd'hui, on doit faire des dépenses. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon en fait on court à la catastrophe au niveau de notre ville. Voilà, on n'a pas le choix. Mais maintenant, la question qui pour moi est plus pertinente, c'est comment on fait rentrer des recettes. Voilà, et il n'y a pas 10 000 leviers. Monsieur Libé l'a évoqué, c'est la chasse aux subventions, c'est clair. On a recruté, non, c'est un agent de la ville qui aujourd'hui ne fait que ça, d'accord? La chasse aux subventions. On ne peut pas aller au-delà. D'ailleurs, dans tous les projets, on l'évoquera lors du ROB, on essaie d'avoir le maximum de subventions. Et ensuite, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est potentiellement une hausse d'impôts. Mais ça, concrètement, l'objectif, c'est qu'on en débatte ensemble. Je crois aussi que M. Florent a évoqué une piste qui n'est pas négligeable, c'est la renégociation des charges, des transferts de charges avec l'Interco, puisque finalement, quand vous travaillez, comme je l'ai fait, à faire venir des entreprises sur le territoire, on sait aujourd'hui que ça bénéficie à l'Interco. On aimerait que la ville aussi bénéficie de ces retombées. Alors, il y a deux choses. La CLEC, c'est compliqué à renégocier, ça ne se renégocie pas. Enfin, surtout, ça c'est la CLEC. Après, vous avez le pacte financier et fiscal qu'on peut y parler. C'est-à-dire que, avec les échanges qu'on a eus avec le trésorier jeudi soir, il faut dire que Bernay, c'est la ville-centre du territoire. Les gens ne sont pas d'accord. Quand moi j'entends à l'Interco, les communes me disent toujours pour Bernay, non, il n'y a rien pour Bernay. Bernay est la ville-centre. Dans les autres communes, les gens vont construire, ils vont y habiter, ils vont résider. Je parle des communes autour de Bernay. Mais qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là? Ces personnes-là, elles viennent profiter des infrastructures de Bernay. Et nous, Bernay, on supporte tout et on n'a rien en retour. Donc, il est vrai, il est évident qu'il faut faire le pacte financier. Et quand vous commencez, je prends juste un simple exemple, vous allez voir où est la complexité, quand vous commencez à parler du centre aquatique. Le centre aquatique, c'est un rayonnement intercommunal, où tous les enfants des écoles viennent apprendre à nager, puisque c'est une compétence obligatoire. Mais quand vous dites aux communes, vous commencez à dire aux communes, eh bien, il faudra peut-être penser abonder pour le fonctionnement de ce centre aquatique. Mais vous avez des maires qui disent « Mais moi, je n'ai pas d'école, donc moi, mes gamins, ils n'y vont pas, donc pourquoi je paierai ?» Nous, on regarde par rapport aux associations qui fréquentent toutes nos infrastructures, toutes les fréquentations. 40% de Bernayens dans les associations, le reste, c'est de l'extérieur. Moi, il y a des associations qui m'ont fait des retours. Quand vous regardez, je cite Mme Calu, Menneval, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, qui est au pied de chez nous. Il y a beaucoup de Mennevalais qui viennent dans une association, et quand on demande, l'association demande une subvention à Menneval, elle est refusée. Et pourquoi nous, ville, nos infrastructures, puisque quant aux associations, c'est une mise à disposition gratuite, on ne demande pas à nos associations de payer le chauffage, de payer l'éclairage et tout ça. Et bien pourquoi? C'est que 40% des Bernayens et le reste c'est des extérieurs. Pourquoi les autres communes ne participeraient pas au fonctionnement de tout ça? Monsieur Chaumerger, je vous mets au défi d'aller solliciter les communes. Je parle juste autour de Bernay, parce que c'est pas peine d'aller à 25 km ou à 30 km. Et vous allez parler au maire en leur disant Monsieur le maire, ça serait bien que vous avez 100 personnes de chez vous qui viennent dans une infrastructure et de payer. Vous allez voir les réponses des maires. Mais pourtant, c'est bien un sujet qu'il faudra mettre sur le tapis. Mais ça va être compliqué, parce que Bernay, c'est la ville-centre, c'est comme ça, voilà. Mais c'est difficile à faire comprendre au maire. Vous avez qu'à regarder, on parle du pôle multimodal, qui est une compétence de l'Interco, le pôle multimodal. Donc l'Interco nous a fait un mandat de portage, mais c'est elle qui a la compétence. Quand vous entendez les maires qui disent « Non mais à quoi ça sert de refaire le devant de la gare et le parking de la gare parce que nous on n'y va pas ?» Ah non, c'est nous les Bernayens, quand on va au train, on met notre voiture. Attendez, quand vous regardez les parkings où il y a 180 places et des abords près des arbres, soit après la fontaine, soit encore après le long du parking, c'est pas des voitures que de Bernayens. C'est des voitures des extérieurs, des voitures des personnes qui sont venues vivre aux alentours de Bernay, qui stationnent
Pourquoi ça serait la ville de Bernay qui doit tout supporter? Enfin, je suis quand même pas d'accord. Enfin, je pense que c'est pas aux Bernéens de tout supporter. En tout cas, donc je vous mets au défi, M. Schauberger, d'aller convaincre les maires autour de chez nous pour qu'ils participent au, comment on appelle ça, au charme de centralité de la ville de Bernay. Bon courage. Juste, je rajouterai, vous savez, M. Schauberger, vous êtes au conseil communautaire. Si on prend les trois groupes politiques de la ville de Bernay, on représente 16 personnes, il y a 111 conseillers communautaires. Et voilà, globalement, aujourd'hui, je rejoins Madame le maire, il faudrait qu'on ait une vision intercommunale. Mais effectivement, ça passe par ce qu'a évoqué Madame le maire, tenter de convaincre le bien fondé en fait de cette vision intercommunale. Et une vision intercommunale, c'est quoi? C'est pas tout pour Bernay, non. C'est qu'une ville-centre doit être porteur des gros projets structurants d'un territoire, pas de la commune de Bernay, d'un territoire. Moi, je suis d'accord avec vous, enfin, j'écoute ce que vous dites, et vous savez très bien ce qu'on pense. La tâche est difficile, mais il faut aussi avancer dans cette direction. Mais moi, je demande plus simple. Le pacte financier, il aurait déjà fait. Regardez, l'intercommunalité exerce des compétences sur le territoire. Elles ne sont pas égales partout. Elle a la compétence enfant-jeunesse, petite enfance, sur le territoire de Beaumont, sur le territoire de Broglie, avec le CRI notamment. Une partie de Brionne, mais l'enfant-jeunesse est entièrement gardée par la commune de Brionne. Comme Ménilmonouche et comme Bernay, nous on porte ces compétences. Donc, en fin de compte, on a les charges de toutes ces compétences. On accueille des enfants en extérieur qui viennent chez nous. Quand on voit le coût d'un enfant scolarisé, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, le coût de ça, on accepte. Et vous avez des mères qui ne veulent pas payer parce que les enfants, ils viennent à Bernay à l'école. Donc qu'est-ce qu'on fait? On refuse les enfants, donc ça nous fait, on ferme nos classes. On veut dire que bientôt, si ça continue comme ça, si on refuse les enfants extérieurs, eh bien, on va perdre les groupes scolaires. Mais est-ce que c'est ça l'avenir de notre ville? Je ne crois pas. Il faut qu'on arrive à donner à notre jeunesse, à nos personnes, à nos aînés, une qualité de vie, enfin, pour nous tous, pour tout le monde, d'avoir une qualité de vie avec des infrastructures. Je me bats pour l'hôpital, c'est vrai, je me bats, c'est pas de tout repos. Enfin, comme je dis, et je disais il y a encore pas longtemps, quand j'étais dans mon entreprise, oh, c'est sûr, je faisais des kilomètres en voiture, en avion, voilà. Mais depuis que je suis à la ville de Bernay, je suis épuisée, mais épuisée parce qu'il faut se battre surtout, épuisée pas physiquement, mais psychologiquement. Parce que vous avez toujours quelque chose qui vous tombe sous le coin de la tête, là, quand vous vous y attendez pas, allez hop, et encore ça. Épuisé parce qu'il faut faire bouger cette inertie qui existe. Quand vous prenez un dossier comme l'hôpital, je dis, et je le dis, je l'ai dit dans les réunions de quartier, je l'ai dit, et je ne dis pas que c'est l'ensemble des médecins, hein, quand je dis, voilà. Quand il y a des médecins qu'on paye 12 000 € par mois, et qui en contrepartie ne vous donnent pas le résultat de prendre des consultations ou faire des opérations comme ils devraient le faire, mais qu'on ne peut rien leur dire parce qu'ils sont juste payés par l'hôpital, mais ce n'est pas leur autorité. Vous trouvez que c'est normal? Notre hôpital, on dit que l'État, il se désengage de l'hôpital, il ferme des lits et autres. Ben oui, on ferme des lits pourquoi? Parce que des fois, on n'a personne à mettre dedans. On n'a pas de praticien qui exerce. Ce matin, on parlait d'un problème de radiologie. Quand vous voyez que pour aller passer un scanner, il faut aller chez votre pharmacien, lui donner votre ordonnance pour qu'il l'envoie au service de radiologie pour qu'il vous donne un rendez-vous. Mais moi, est-ce que mon pharmacien il a besoin de savoir que je vais passer un scanner? Je ne crois pas. Pour nous, les femmes, si on veut faire une mammographie, il faut que la mammographie, l'ordonnance, elle vienne d'un gynécologue. On a pléthore de gynécologues à Bernay. D'ailleurs, on ne sait même pas chez lequel aller, parce qu'il y en a partout dans les villes. Non mais, vous vous rendez compte où on en est arrivé et on ne peut rien dire? Ben non, ça suffit. Donc c'est tous les jours qu'il faut se battre, tous les jours qu'il faut dire ça suffit, tous les jours qu'il faut aller dire on a besoin de sauver notre hôpital parce qu'on a besoin d'un hôpital de proximité, parce que nous on a un problème de mobilité, on a un problème de vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on fait?
ben aujourd'hui, à force de remuer et de bouger, et puis je remercie la directrice du GHT, Sandrine Coton, qui œuvre pour notre hôpital, parce qu'elle a bien compris notre problématique. Aujourd'hui, nous, on est rattachés au centre hospitalier d'Évreux, enfin le groupement. Mais si on regarde le bassin de vie, il est où? Beaucoup de monde vont vers Lisieux. Normalement, on aurait dû aller vers Lisieux, on aurait dû être plutôt rattaché au centre hospitalier, au groupement de Lisieux. Ben non, on est rattaché au groupement d'Évreux. Ben, qu'est-ce qui nous appartient de faire? Si on veut que notre hôpital vive, il faut qu'on fasse venir des spécialistes. Les spécialistes, ça y est, ça arrive, mais c'est aussi un accord avec la clinique Mathilde. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui viennent en consultation régulière toutes les semaines, le pneumologue, alors on a une pédiatre, on a un pneumologue, une pédiatre, un chef gériatre, un neurologue, on essaie de faire venir en population un neurologue. Si on a besoin d'être hospitalisé, ben le but c'est que on se fait opérer à Évreux, parce que c'est comme ça, mais qu'on y reste le minimum de temps et qu'on revienne à Vernet pour poursuivre l'hospitalisation. Et vous avez le chirurgien qui revient là. Et c'est complexe, c'est se battre pour l'offre médicale. Mardi matin, j'étais à voir une cabine connectée ophtalmologique. La première qui était installée à la clinique Mathilde. Je peux vous dire que j'avais l'impression que mon ophtalmo, il était là, juste derrière une glace en plexiglas pour nous protéger Covid. Mais fin de compte, il était à l'autre bout de la clinique. Et bien ça, c'est une offre médicale qu'on peut ramener sur notre territoire. Mais pour ça, il faut bouger. Et c'est ce que je fais. Et des fois, je peux vous dire que je suis épuisée psychologiquement parce que des fois, en face de moi, j'ai l'impression que j'ai des extraterrestres. Ou moi, je suis une extraterrestre parce qu'ils ne me comprennent pas. Peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai. Je parle des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Ils n'ont rien compris à ce que je leur ai dit, à ce que j'ai demandé. Et à force de relancer, ça y est, on a une réponse. Mais c'est tout le temps comme ça. Et c'est pareil pour les subventions. Et c'est pareil pour tout. Un épuisement. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur Jaraï. Oh, il est trop fort, hein. Madame le maire, on a bien compris que vous voulez rendre cette ville attractive et nous partageons, enfin, nous voulons tous rendre cette ville attractive. Et pour rendre cette ville attractive, il faut faire venir une population jeune. Or, on a quand même des services publics qui ont souffert. Je pense notamment à la fermeture de la maternité. Comment faire venir une population jeune en ne leur proposant aucune maternité? Ça veut dire qu'ils doivent faire 30 minutes de voiture pour aller accoucher, enfin pour que ces jeunes femmes accouchent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse combler ce manque. Bon, alors je vais faire un rapide exposé sur l'hôpital. 16 millions d'euros de déficit, on est en cessation de paiement. Vous avez vu? Ben là, c'était déjà le raccourci. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut d'abord qu'on remette notre hôpital sur pied. C'est comme la ville de Vernet, il faut la remettre sur pied. Et donc, la nouvelle directrice, quand elle est arrivée du GHT, elle a fait faire une étude. Comme nous, on a fait faire un audit financier, elle a fait faire un audit financier. En fin septembre 2013, Sarah, on est passé à la facturation, la T2A, c'est-à-dire aux actes qu'on faisait. Je vous fais ça. Vous allez chez le médecin, chez un spécialiste là-bas, vous rentrez nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, hop, hop, et vous avez un nombre d'actes à faire. Alors, si vous êtes diabétique, vous avez peut-être de l'insuline à recevoir. Si vous avez des varices, vous avez peut-être des pansements à faire. Mais tout ça, il faut le coder, d'accord? On le code. Parce que quand ça arrive à la facturation, on facture par rapport à ce qu'on a codé. Et bon, de 2013 à 2020, on estime la perte de l'hôpital entre 1 et 3 millions d'euros. Donc moi je coupe en deux, je fais une moyenne de 7 fois 2, 14 millions, il nous manque 2 millions. Et on a résorbé notre déficit. Ces 2 millions-là, ils manquent, pourquoi? Parce que nos médecins, et je précise bien, ce n'est pas l'ensemble des médecins, hein, je le dis, ne dispensent pas de consultation. Alors, un cardiologue, je répète ce qu'on m'a dit, un cardiologue qui doit faire des électrocardiogrammes, machin, c'est 25 consultations par jour. Je mets en dehors, parce qu'on a quand même 2 cardiologues chez nous, donc un
pendant une journée, il fait de la tournée dans les services, et l'autre doit faire des consultations. Eh ben non, on n'a pas. Les autres médecins qui doivent faire 48 heures de travail par semaine et qui devraient faire des consultations, 40 consultations par jour, eh bien quand on en a 5 ou 6, il faut qu'on s'estime heureux. Vous vous rendez pas compte de la charge de travail? 5 ou 6 consultations. Comment voulez-vous financer des postes à 12 000 euros, et je dis bien 12 000 euros? C'est pas possible si on n'a pas, s'ils ne font pas ce qu'il faut en face. Donc voilà. Donc avant de pouvoir penser à la réouverture, parce que je suis pour la réouverture de la maternité, eh bien, stabilisons notre hôpital, modernisons-le, et après on pourra reparler de l'ouverture de la maternité. Mais je peux vous garantir que la réouverture actuelle de la maternité, c'est impensable. Impensable parce que notre hôpital est en cessation de paiement. Comme nous serons peut-être bientôt. Donc il faut quand même prendre ça en considération, parce que c'est beau de dire réouverture, parce que oui c'est vrai, on m'a dit, j'ai dit publiquement que je donnais mon soutien à notre président Macron. Pourquoi? Je peux vous le dire, quand il a été élu en 2017, c'était pas ma tasse de thé, mais franchement pas ma tasse de thé. Avec la crise Covid, mon installation de maire, parce que j'ai quand même eu 2 casquettes, chef d'entreprise et maire. Moi je peux vous dire, aujourd'hui, on fait quoi, 18 mois qu'on est là, je pense avoir fait le tour des services, 18 mois quand même, et d'avoir vu toutes les failles, les plus ou les moins de tous les services. Je pense en avoir fait le tour. Moi qu'il y a d'autres choses qui arrivent entre deux, mais pour l'instant je pense. J'étais chef d'entreprise, je suis toujours chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait quand même? On ne peut pas se plaindre de notre économie. Toutes les entreprises, commerçants, artisans, les restaurateurs, ceux qui tiennent que des bars, ont été soutenus par l'État, 10 000 euros par mois. Moi, je peux vous dire qu'à Merlet, il y a un commerçant qui m'a dit qu'il n'a jamais été aussi bien qu'avec la crise Covid. Parce qu'il a pu mettre 3 000 euros par mois de côté. 3 000 euros, il a hyper bien vécu. Comme il était propriétaire, il avait que ses abonnements à payer au EDF, téléphone et assurance. Vous entendez ça? Vous dites, la crise aurait dû continuer encore plus longtemps, puisque les fermetures auraient dû continuer encore plus longtemps, parce que tout le monde est content d'avoir mis 3 000 euros de côté. C'est très bien. Les entreprises. J'ai eu rendez-vous avec le président du tribunal de commerce. Depuis le mois de mars l'année dernière, jusqu'à la rentrée là, en septembre, qu'on a échangé 2 dossiers, alors que d'habitude ils croulent sous les dossiers, 2 dossiers qu'ils ont fini de traiter parce qu'ils avaient été étudiés avant le confinement. Rien, ça veut dire que les entreprises, tout le monde s'est très bien porté. Voilà. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu enfin à 100% les premiers jours, il y a eu, les entreprises ont eu des PGE, ils ont eu toutes les aides possibles. Les commerçants n'ont pas été prélevés du RSI pendant je ne sais pas combien de temps là, encore aujourd'hui, ils n'ont encore pas tous remboursé le RSI. En tant que maire, vous vous rappelez, l'année dernière en septembre, la population n'était pas très contente parce que j'ai masqué le centre-ville. Voilà, comme si j'avais rien à faire. Madame le maire, et pour qui elle se prend? Elle décide de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Ben oui, c'est quand même là pour protéger la population. Donc, dans notre majorité, il y avait les pour et il y avait les contre. Mais à la finale, qui prend la décision? Ben, c'est le maire qui dit, le préfet dit, alors Madame le maire, c'est quoi votre décision? Monsieur le préfet, on va masquer, c'est pour protéger ma population. Mais qui assume? C'est Madame le maire. Ben, le président de la République, je peux comprendre, parce que d'abord, je vous le dis, je ne voudrais pas être président de la République. Lui, quand il est arrivé, s'il a essayé de faire tout le tour des ministères, je ne pense pas qu'il ait eu le temps, puisqu'il y a les gilets jaunes qui sont arrivés. Allez, hop, les gilets jaunes. Et après, on a eu la crise Covid. Ben, s'il écoute ses experts d'un côté, et les experts qui sont pour et les experts qui sont contre, ben, à la finale, il est comme moi, il prend la décision tout seul. Bonne ou pas bonne, mais on prend notre décision. Donc voilà. Les décisions prises ne sont pas du tout en faveur du service public. Hein. Vous n'allez pas me dire que c'est un président qui sauve... Non mais je ne discute pas, je vous ai donné mon point de vue. Pourquoi je le dis maintenant, alors que je n'étais pas... Mais ce n'est pas le cas du service public.
service public souffre de plus en plus. C'est pas que le milieu hospitalier, c'est le milieu de l'éducation, c'est tous les milieux qui souffrent. Et il n'y a pas d'investissement prévu dans ces milieux-là. Mais qui porte les investissements, monsieur Jarvaï? Tous les investissements dans les écoles, dans tout ça, ce sont les communes, ce sont les collectivités. C'est comme les églises. Qui portent les travaux dans les églises? C'est nous, ville. Regardez la basilique de la Couture, 1 650 000 € qu'il faut mettre. Sainte-Croix, 850 000 €. Mais qui le fait? C'est les collectivités qui le portent. Pareil dans les écoles. Bon, les hôpitaux, c'est l'État. Ça, je veux vous dire, c'est l'État, c'est pas nous. Mais c'est partout pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une vision plus claire du budget de la ville? Et je pourrais encore rajouter nos équipements sportifs. Avez-vous vu nos équipements sportifs? Je peux parler à Denis Bailly. Quand vous regardez à Denis Bailly les vestiaires, quand vous regardez comment il est le clubhouse qui est à côté, quand vous regardez où on accueille le tennis de table, franchement, ça ne peut pas continuer comme ça. Regardez nos gymnases, dans l'état où ils sont. Au gymnase Marie Curie, interdiction d'utiliser les gradins, c'est fini. Est-ce que tout ça, c'est pas entretenu? Donc il faut qu'on réfléchisse, mais vraiment qu'on ait une vision globale, qu'on réfléchisse vraiment ce qu'on veut faire de notre ville de demain. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et de belles fêtes de Noël et de fin d'année si je ne vous revois plus.